Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu le rire de Claire, ce rire cristallin qui avait autrefois illuminé nos soirées parisiennes, mais qui maintenant résonnait comme le glas de ma faim. J'étais étendu sur le parquet froid de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, les yeux rivés au plafond orné de moulures baroques, et je me suis dit, c'est fini, Marie, tu as été trahie par la seule personne que tu aimais. Puis, dans un flash aveuglant, le monde s'est effacé, et j'ai rouvert les yeux sur le même plafond, mais cette fois, l'air était chargé de l'odeur du café frais du matin, et mon cœur battait à nouveau, furieux, dans la poitrine d'une femme de 28 ans qui n'était pas encore morte. Je me suis redressé d'un bond, le souffle court, les mains tremblantes agrippant les draps de soie que nous avions achetés ensemble lors de notre lune de miel à Provence. C'était le 15 juin 2023, exactement 2 ans avant ma mort, et je venais de revivre en entier la lame qui avait tranché ma carotide, maniée par la main gantée de mon mari, Antoine, sous les ordres murmurés de Claire, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. La trahison n'était pas un cauchemar, c'était une réalité que j'allais effacer, mot par mot, coup par coup, jusqu'à ce que leur sourire se mue en hurlements. Paris s'étendait sous mes fenêtres comme une toile vierge, prête à être repeinte du sang de mes bourreaux. J'avais été une avocate prometteuse au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires de corruption financière, celle qui avait grimpé les échelons du cabinet Lefebvre et Associés grâce à son acharnement et à sa foi naïve en la loyauté. Antoine, mon époux, un banquier ambitieux chez BNP Paribas, et Claire, bibliothécaire en chef à la Bibliothèque nationale de France, formaient avec moi un trio inséparable du moins, le croyais-je. Mais derrière les dîners aux Fouquet's et les promenades le long de la Seine, ils ourdissaient ma chute. J'avais découvert trop tard leur liaison, et pire, leur implication dans un réseau de blanchiment d'argent qui impliquait des oligarques russes et des politiciens français corrompus. Pour me faire taire, ils m'avaient piégé, un faux témoignage, des preuves fabriquées, et ma propre confession arrachée sous la torture psychologique. J'avais été condamné pour complicité, jeté en prison, puis libéré sous caution avant qu'ils ne m'achèvent dans notre appartement, simulant un suicide. La presse avait titré « L'avocate star impliquée dans un scandale financier se donne la mort ». Et le monde avait applaudi leur innocence. Maintenant, de retour dans ce corps jeune et intact, je sentais la rage bouillonner comme un vin rouge trop corsé. Je n'allais pas les confronter tout de suite, non, la vengeance française est un art subtil, une danse macabre où chaque pas est calculé, chaque regard un poison lent. Je commençais par observer, par me souvenir des fissures que j'avais ignorées, les appels chuchotés d'Antoine tard la nuit, les absences prolongées de Claire à la BNF, les regards complices échangés lors de nos brunchs au café de Flore. Mon premier acte serait de m'armer, fouiller leurs secrets, les uns après les autres, jusqu'à ce que leur empire de mensonges s'effondre comme un château de cartes sous la pluie de Paris. Je me suis levé, enfilant un tailleur pantalon gris perle qui soulignait ma silhouette élancée, et j'ai fixé mon reflet dans le miroir ancien du salon. Mes yeux verts, autrefois doux, brillaient maintenant d'une lueur prédatrice, comme celle d'une louve revenue des enfers. « Marie Duval, tu vas les détruire », me suis-je murmuré, la voix rauque d'émotion contenue. Dehors, la ville bruissait, les klaxons des taxis jaunes, les touristes massés devant Notre-Dame en reconstruction, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries. Mais pour moi, Paris n'était plus une amante, c'était un champ de bataille. Le café du matin était amer sur ma langue, comme un présage. Assise à la table en acajou de notre cuisine, je feignais de lire Le Monde, les pages froissées sous mes doigts crispés. Antoine, encore en pyjama, se penchait pour m'embrasser sur la tempe, son après-rasage boisé envahissant l'air. « Bonne journée, ma chérie. N'oublie pas le dîner avec Claire ce soir autour d'argent. » Sa voix était suave, presque tendre, mais je connaissais la pourriture cachée derrière ce masque. 2 ans plus tard, c'est lui qui m'avait plaqué contre le mur, le couteau à cran d'arrêt pressé contre ma peau, murmurant « C'est pour nous, Marie. Pour notre avenir. » Notre avenir ? Le leur, plutôt, un nid douillet financé par des millions sales, lavé à travers des fondations culturelles bidons gérées par Claire. Je hochai la tête, un sourire forcé aux lèvres. Bien sûr, mon amour. Je t'aime. Les mots me brûlaient la gorge, mais ils étaient nécessaires. La graine de la trahison devait être nourrie pour mieux l'arracher. Tandis qu'il s'habillait, je glissai discrètement vers son bureau, ce sanctuaire verrouillé que je n'avais jamais osé violer par respect conjugal. La clé était cachée sous un pot de crayon, un secret aussi banal que pathétique. J'ouvris le tiroir du bas, des dossiers codés, des USB chiffrés, et une lettre pliée, cachetée d'un sceau rouge. À Antoine, de la part de C. Je l'ouvris d'un geste sec, « Mon cher, le transfert vers l'offshore est confirmé.
5 millions pour la BNF Restauration. Sois prudent avec elle. Elle fouine trop. Signé Claire, avec un cœur dessiné à l'encre violette. Mon cœur s'emballa, non pas de surprise, je le savais déjà, mais de la confirmation viscérale. Ils me prenaient pour une idiote, une potiche décorative dans leur balai de Cupide. Je remis tout en place, refermant le tiroir avec un clic sourd, et sortis de l'appartement, le sac à main battant contre ma hanche comme un métronome de vengeance. Le métro me mena à la Bibliothèque nationale de France, ce vaisseau de verre et d'acier au bord de la Seine, où Claire régnait en sorcière bienveillante. J'avais prétexté une recherche pour un client, mais en vérité, je venais pour elle. La sécurité me salua d'un badge, j'étais une habituée, l'amie fidèle. Claire m'attendait dans son bureau, entourée de piles de manuscrits anciens, son chignon impeccable et ses lunettes à monture d'écaille lui donnant l'air d'une intellectuelle intouchable. « Marie. Quelle joie de te voir si tôt. Du thé d'Argéligne. » Elle se leva, m'embrassant sur les deux joues, son parfum de lavande masquant à peine l'odeur de trahison. Nous parlâmes futilité, le dernier salon du livre, les ragots sur Macron et sa réforme des retraites. Mais mes yeux scrutaient, un agenda ouvert sur son bureau, griffonné de rendez-vous cryptés à 14h, hôtel de Crillon, un ordinateur portable dont l'écran clignotait d'une fenêtre Excel masquée hâtivement. « Claire, dis-moi, ces fondations pour la restauration des archives. Tu gères ça seule ?» demandai-je, feignant l'intérêt innocent. Elle hésita une fraction de seconde, son sourire se crispant. « Oh, avec l'aide d'un consultant financier, tu sais, Antoine m'a recommandé quelqu'un de chez BNP. » Rien de bien excitant. Rien de bien excitant? C'était le cœur de leur magouille, des dons fictifs pour blanchir l'argent russe, canalisés via des œuvres d'art surévaluées vendues à des collectionneurs complices. J'avais vu les preuves dans ma vie passée, lors de l'enquête qui m'avait coûté la vie. Fascinant, répondis-je, sirotant mon thé. Et si on dînait ce soir pour en discuter plus? Antoine sera ravi. Elle acquiesça, mais ses yeux noisettes que j'avais cru francs trahissaient une lueur de suspicion naissante. De retour au cabinet Lefebvre, mon bureau surplombait les Tuileries, un havre de verdure au milieu du chaos urbain. Maître Lefebvre, un vieux renard aux tempes grisonnantes, m'avait pris sous son aile 5 ans plus tôt. « Marie, vous avez le flair d'une Dupin », me disait-il souvent, invoquant le détective de Pau. Aujourd'hui, ce flair me servait à autre chose, pirater les bases de données internes pour croiser des noms. J'avais appris, en prison, à coder sur un ordinateur confisqué ou une compétence née du désespoir. Quelques lignes en Python, un VPN masqué, et hop, les transactions de BNP Paribas liées à la BNF surgissaient comme des spectres. Antoine apparaissait partout, virements occultes vers des comptes suisses, factures gonflées pour des consultations culturelles. Et Claire? Signataire de tout, avec un coq gaulois stylisé en guise de paraphe. Mais il y avait plus, un nom récurrent, Victor Langlois, un oligarque russe exilé à Paris, propriétaire d'une galerie d'art rue du Faubourg Saint-Honoré. Lui, c'était le tentacule principal, Antoine et Claire, ces marionnettistes locaux. Dans ma vie précédente, j'avais tenté de le dénoncer, mais il m'avait devancé, me faisant passer pour la taupe corrompue. La journée s'acheva dans un tourbillon de rendez-vous factices. Je rentrais chez moi, préparant mentalement le dîner autour d'argent. Ce restaurant perché sur la cathédrale Notre-Dame offrait une vue imprenable sur la ville, un décor parfait pour planter les premières graines du doute. Antoine arriva en retard, une bouteille de Château Margaux à la main. « Pour nous trois » dit-il, m'embrassant avec une possessivité qui me donnait la nausée. Claire nous rejoignit, radieuse dans une robe rouge sang, évoquant irrésistiblement la lame qui m'avait tué. Le canard au sang, spécialité de la maison, coulait comme un élixir sombre. Nous trinquâmes à l'amitié, à l'amour, à Paris éternel. Mais sous la table, mon pied effleura celui de Claire, un geste autrefois complice, maintenant chargé de menaces voilées. « À la vérité » murmurai-je en levant mon verre, les yeux dans les siens. Elle cligna des paupières, un frisson imperceptible la traversant. Antoine rit, inconscient. « À la vérité, toujours. » La nuit tomba sur la Seine, et avec elle, mon plan se cristallisa. Demain, je contacterai un journaliste anonyme du Canard enchaîné, un allié de ma vie passée que j'avais ignoré par loyauté. Mais ce soir, je dormais avec le loup, écoutant sa respiration régulière, imaginant déjà le jour où elle s'arrêterait pour de bon. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui grandit, jusqu'à devenir tonnerre. Les jours suivants se muèrent en un balai de duplicité. Au cabinet,
Je pris en charge un dossier anodin sur une fraude immobilière, mais en réalité, je l'utilisais pour infiltrer les réseaux de Langlois. Une audience au tribunal de Paris me permit de croiser un contact, un greffier véreux, endetté jusqu'au cou, que je rançonnais subtilement avec des infos sur ses propres dettes. « Aidez-moi, et vos problèmes s'évaporent », lui glissai-je dans un couloir humide de la conciergerie. Il hocha la tête, livide, et me transmit un fichier, des emails entre Antoine et Langlois, daté d'il y a un mois. Livraison d'artefacts byzantins via BNF. Paiement en crypto. Claire, de son côté, devint plus distante. Nos déjeuners au Louvre, autrefois des heures de confidence sur monnaie et les impressionnistes, se transformèrent en échanges polis, ses yeux fuyant les miens. « Tu sembles tendue, ma chère, lui dis-je un midi, sous les verrières du café Marly. Le travail ? Elle rit, trop fort. Toujours. Et toi, avec tes affaires de requin financier ? Une pointe dans la voix, un test. Je souris, carnassière. Oh, je nage parmi eux. Et parfois, je mords. Antoine, lui, s'enfonçait dans la routine. Des nuits tardives au bureau, des réunions avec des clients anonymes. Je fouillais son téléphone pendant qu'il dormait, ivre de cognac après un gala à l'opéra. Des messages codés, s'évoquaient pour le vin. Elle impatient. Elle pour Langlois. Le 20 juin, date de leur prochaine transaction, un faux don d'œuvre d'art pour 2 millions d'euros, l'avait via une expo temporaire à la BNF. Mon premier coup d'éclat fut modeste, mais calculé. J'anonymais un type à la brigade financière, un numéro de compte offshore lié à BNP. Pas assez pour alerter Antoine directement, mais suffisant pour semer le doute. Le lendemain, il rentra pâle, les traits tirés. « Rien de grave », demandai-je, feignant l'inquiétude, en lui servant un verre de Bordeaux. Il hésita, puis, juste une audite interne. Des conneries. Je hochai la tête, caressant sa main. On est ensemble, n'oublie pas. Son regard s'adoucit, mais je vis la peur poindre, comme une ombre sur l'arc de triomphe au crépuscule. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un orage d'été. Claire m'invita à une soirée privée à la galerie de Langlois, pour networker. J'acceptai, enfilant une robe noire moulante, talons aiguilles comme des dagues. La galerie bruissait d'une foule chic, diplomate, artiste, et au centre, Victor Langlois, un colosse chauve aux yeux froids de serpent, serrant des mains avec l'aisance d'un prédateur. Antoine était là, discutant bas avec lui, Claire, à ses côtés, un verre de champagne à la main. Je m'approchai, un sourire éclatant. « Monsieur Langlois, ravi de vous rencontrer. Marie Duval, avocate. » Il me jaugea, un éclat calculateur dans le regard. « Ah, l'épouse d'Antoine. On m'a parlé de vous. Vous plaidez pour la justice, n'est-ce pas ? » Ironie lourde. « Toujours, répondis-je, soutenant son regard. Et vous, pour l'art ? » Il rit, un grondement sourd. « L'art lave tout, Madame Duval. » La soirée s'étira en conversation feutrée, mais mon esprit cartographiait, caméra de sécurité, sortie de secours, visage à corrompre. En dansant avec Antoine une valse forcée sur une piste improvisée, je sentis son corps tendu contre le mien. « Tu es magnifique ce soir, murmura-t-il, mais ses yeux scrutaient la foule. Et toi, distant. Quelque chose te tracasse. Il secoua la tête, trop vite. Non, juste le travail. Plus tard, seul avec Claire dans un coin sombre, près d'une sculpture abstraite évoquant des chaînes brisées, je lâchai, il y a des secrets ici, n'est-ce pas? Des tableaux qui valent plus que leur poids en or sale. Elle pâlit, son verre tremblant. Qu'est-ce que tu insinues, Marie? Je posai une main sur son bras, serrant juste assez. Rien. Juste. Fais attention. Paris dévore ses enfants. Elle se dégagea, le regard fuyant. La graine était plantée. De retour chez moi, je rédigeai un email anonyme à un procureur que je connaissais de l'université, des indices sur le blanchiment, sans nom. Le lendemain, les journaux bruissaient, enquête sur des fonds russes dans le milieu culturel parisien. Antoine hurla au téléphone, invisible mais furieux. Claire annula notre déjeuner. Et moi? Je souriais dans le miroir, sentant le pouvoir renaître, comme la France après la libération, vengeresse, impitoyable. Mais la vengeance n'est pas sans prix. Les nuits, les souvenirs me hantaient, le goût métallique du sang, le froid du carrelage, le rire de Claire comme un écho infernal. Étais-je encore Marie,
ou un fantôme animé par la haine? Une décision controversée se profilait, impliquer des innocents pour atteindre les coupables. Un collègue au cabinet, un jeune stagiaire naïf nommé Julien, avait accès aux archives numériques de BNP via un stage passé. Le rançonner? Non, pire, le manipuler, lui faire croire à une romance, pour qu'il me file les codes. C'était immoral, un pas dans l'abîme, mais nécessaire. La fin justifie les moyens, me dis-je, citant Machiavel dans un français pur. Paris, ville des Lumières, était aussi celle des ombres. Le 18 juin, je mis le plan en œuvre. Un café au Procope, berceau des encyclopédistes, avec Julien, yeux bleus innocents, sourire timide. Tu sais, tes analyses sur les fusions sont brillantes, flattai-je, effleurant sa main. Il rougit, balbutia. 2 verres de vin plus tard, il promettait, tout ce que tu veux, Marie. Les codes arrivèrent par mail chiffré le soir même. Je les utilisais pour télécharger des preuves irréfutables, relevés bancaires, contrats signés par Antoine et Claire avec Langlois. Mais au milieu, un twist, un fichier personnel, une vidéo. Antoine et Claire, enlacés dans notre lit, riant de moi. Elle soupçonne rien. Bientôt, on sera libre. Et pire, Langlois a promis la villa en Toscane si elle disparaît. La rage me submergea, un tsunami. Je cassai un vase Ming hérité de ma grand-mère, les éclats jonchant le sol comme des larmes de verre. Demain, le 20, jour J. J'informerai la presse, le fisc, la justice. Mais un doute me rongeait, et si je les tuais, comme ils m'avaient tué? Une décision qui diviserait l'opinion, un meurtre justifié par la loi du talion. Non, pas encore. La vengeance devait être publique, humiliante, française dans son élégance cruelle. Le soleil se leva sur un Paris en effervescence, manifestation contre la réforme des retraites bloquait les Champs-Élysées. Parfait camouflage pour le chaos à venir. Le 20 juin 2025 au non, 2023, dans cette boucle temporelle l'air de Paris vibrait d'une chaleur moite, comme si la ville elle-même conspirait à étouffer les secrets. J'avais passé la nuit à compiler les preuves, un dossier numérique blindé, envoyé à 3 journalistes indépendants, dont une du Monde et un autre de Mediapart, avec instruction de publier à 14h pile. À la BNF, l'exposition inaugurale battait son plein, Trésor byzantin, un legs russe à la France, un titre ronflant pour un mensonge éhonté. Claire y présidait, en tailleur bleu marine, micro en main, débitant des discours sur la préservation du patrimoine commun. Langlois, au premier rang, applaudissait, son sourire carnassier contrastant avec les flashs des photographes. Antoine m'avait déposé là, prétextant une réunion à la Défense. Amuse-toi bien, chérie. Je te rejoins après. Son baiser d'adieu était froid, calculateur. Je le regardais s'éloigner dans sa berline noire, le cœur serré non par amour, mais par l'anticipation du crack. À l'intérieur du dôme de verre, la foule s'agglutinait, critiques d'art, mécènes, politiciens en costard-cravate. Je me fondis parmi eux, un verre de Chablis à la main, observant Claire rayonner sous les spots. Nos regards se croisèrent, le sien s'assombrit d'un éclair de méfiance. Marie, tu es venue. Incroyable, non? Elle s'approcha, lèvres pincées. Incroyable, acquiesçai-je, toisant les icônes dorées exposées. Ces pièces. D'où viennent-elles vraiment? Une question innocente, mais lourde de sous-entendus. Elle déglutit, jetant un œil à sa montre. D'un généreux donateur russe. Victor est un visionnaire. Visionnaire? Un voleur, plutôt, recyclant son butin de corruption via des galeries complices. Je souris. Et les fonds? Lavés à la perfection, j'imagine. Elle blêmit, mais avant qu'elle ne réagisse, un journaliste mon contact du Canard s'approcha, micro tendu. Madame Duval, rumeur d'enquête sur le financement culturel. Vos commentaires? Le chaos éclata comme un feu d'artifice raté. Les téléphones sonnèrent, Claire pâlit, bredouillant des dénégations. Langlois se leva, fendant la foule tel un requin. Je reculai dans l'ombre d'un pilier, savourant le spectacle. À 14h05, les premières alertes tombèrent, scandale à la BNF, blanchiment via dollars russe. Les titres déferlaient sur les écrans portables, les invités murmurant, choqués. Claire s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes, tandis que la police culturelle aux ses gardiens discrets des fraudes artistiques franchissait les portes, mandat en main. Antoine déboula 1 heure plus tard, le visage ravagé, cherchant Claire du regard.
Ils se réfugièrent dans un bureau annexe, je les suivis, prétextant une urgence. La porte entr'ouverte laissait filtrer leur voix paniquée. C'est elle. Elle a fouiné, siffla Claire, larmes aux yeux. Antoine jura en russe pris pour Langlois. On l'élimine ce soir, comme prévu. Mais discrètement. Mon sang se glaça, ils avançaient leur plan, accélérés par la panique. Je m'éclipsai, composant le numéro du procureur, c'est Marie Duval. J'ai des preuves supplémentaires. Envoyez une équipe à la galerie, maintenant. Les menottes cliquetèrent peu après. Langlois fut extrait en premier, rugissant des insultes en 3 langues, son empire chancelant. Claire hurla mon nom, traîtresse, mais c'était elle la vipère. Antoine, arrêté à la sortie, me lança un regard d'épouvante pure. Marie, qu'as-tu fait? Je m'approchai, assez près pour qu'il sente mon parfum Chanel numéro 5, notre fragrance partagée. Ce que vous m'avez fait, mon amour. 2 fois. Il pâlit, comprenant peut-être, dans un flash, que je n'étais plus la même. La presse s'emballa, une sensation, débat télévisé sur France 2 où des experts disséquaient la trahison d'une élite culturelle. Moi? J'étais l'héroïne anonyme, la source courageuse. Mais au fond, c'était la vengeance qui me consumait. Julien, mon pion, m'envoya un message, tout va bien? J'ai vu les news. Je répondis vaguement, coupant les ponts, il était innocent, mais son rôle me rongeait une manipulation qui me faisait douter de ma propre humanité. Les interrogatoires commencèrent. Au palais de justice, je témoignai sous serment, voix ferme, détaillant chaque transaction, chaque mensonge. Le juge, une femme austère nommée Moreau, hocha la tête, Madame Duval, votre témoignage est crucial. Mais comment avez-vous obtenu ces documents? Je mentis avec grâce, une whistleblower anonyme. Pas de mention de piratage, pas de trace. Antoine, en cellule provisoire, tenta de me contacter via son avocat, pardonne-moi, c'était une erreur. Erreur? Un meurtre planifié n'en était pas une. Claire, brisée, m'écrivit une lettre depuis la maison d'arrêt de Fresnes, Marie, je t'ai aimée comme une sœur. C'était pour l'argent, pour nous échapper de nos vies médiocres. Antoine m'a forcé. Forcé? Des mois de passion volaient dans mon lit. Je déchirai la lettre, la jetant dans la Seine depuis le pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés moquaient ma solitude. Mais le twist surgit lors d'une perquisition au cabinet Lefebvre. Maître Lefebvre, mon mentor, fut impliqué, un virement mineur vers un compte lié à Langlois. Pour des honoraires, plaida-t-il, mais les preuves montraient plus où il savait, et avait fermé les yeux pour protéger le cabinet. Mon appel anonyme l'avait piégé collatéralement. Devant lui, dans son bureau lambrissé, je confrontai, pourquoi? Il soupira, vieilli d'un coup. Pour survivre, Marie. Paris est une jungle. Une décision controversée, le dénoncer, ou le couvrir? Je choisis la vérité, le regardant sombrer, un pion de plus dans mon échiquier. La nuit du 25 juin, après les premières inculpations, je rentrai seul dans l'appartement vide. Les meubles gardaient l'empreinte de nos vies, le lit conjugal, la table des dîners. Je m'assis par terre, un verre de cognac à la main, et pleurai enfin non pour eux, mais pour la femme que j'avais été, naïve et aimante. La vengeance apportait la justice, mais creusait un vide. Dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillaient, indifférentes. Pourtant, le vrai combat ne faisait que commencer. Langlois, extradé vers la Russie? Non, il avait des appuis au Quai d'Orsay. Et un secret plus sombre émergea des dossiers saisis, ma propre confession fabriquée n'était pas leur seule arme. Ils avaient un complice inattendu, mon frère, Pierre, un flic discret à la PJ, soudoyé pour falsifier des rapports. La trahison s'élargissait, familiale, un poignard en plein cœur. Le lendemain, je l'appelai. Pierre, on doit parler. Sa voix trembla au téléphone. Marie, reste en dehors de ça. Trop tard. La toile se resserrait. Pierre m'attendait dans un bistrot anonyme du Marais, quartier des artistes et des ombres, où les murs ocre suintaient d'histoires oubliées. Il était assis au fond, casquette enfoncée sur le front, une bière entamée devant lui. Mon frère aîné, protecteur dans mon enfance bordelaise, maintenant un traître aux yeux cernés. Qu'est-ce que tu fabriques, Marie, grogna-t-il dès que je m'assis, sans préambule. L'odeur de friture et de tabac froid emplissait l'air, un décor miteux pour une confrontation fratricide. Je posai mon sac,
en tirant une photocopie d'un rapport falsifié, daté de ma nuit fatidique, il me dépeignait comme instable, suicidaire. Ça, c'est ton œuvre. Pour 50 000 euros. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se baissèrent. C'était un prêt, Marie. Maman est malade, les factures. Maman, oui, le cancer qu'elle cachait, les hôpitaux privés de Paris qui saignaient nos économies. Mais l'excuse sonnait faux, Pierre avait toujours été faible, attiré par l'argent facile comme un papillon par la flamme. Tu m'as vendu, dis-je, voix basse mais tranchante comme une guillotine. Pour Antoine? Pour Claire? Il secoua la tête, les mains tremblantes. Ils m'ont approché après ton arrestation. J'ai cru que c'était fini, que tu étais coupable. Coupable? De quoi, d'aimer trop fort? Je me penchai, nos visages à 10 centimètres. Dans 2 ans, ils me tuent. Et toi, tu signes le rapport qui blanchit leur crime. Les mots sortirent malgré moi, un aveu de ma malédiction temporelle. Il recula, pâle. Quoi? Tu délires. Mais le doute s'insinua, comme un ver dans une pomme. Je lui laissai la photocopie, me levant sans un mot. Dehors, la pluie fine tombait, transformant les pavés en miroirs brisés. Pierre était un maillon faible, le briser exposerait tout, mais à quel prix? Une famille fracassée, un scandale public. Décision controversée, le forcer à témoigner, ou le laisser pourrir dans sa culpabilité? Je choisis la première option, un enregistrement caché dans mon téléphone capturant sa confession murmurée, j'ai falsifié pour eux. Pardon, petite sœur. Avec ça, j'allais voir le procureur Moreau, dans son bureau austère du quai des Orfèvres. Votre frère, s'étonna T.L., sourcils arqués. La loyauté familiale est-elle un obstacle? Je secouai la tête. Non, madame. La justice l'est moins que la vengeance. Elle sourit, un rictus approbateur. Bien. Nous l'interrogeons demain. Les rouages de la machine judiciaire s'emballèrent. Pierre fut suspendu, interrogé sous le feu des projecteurs. Sa déposition fit basculer l'enquête, preuve de pot de vin, connexion avec Langlois via des nuits arrosées au Crazy Horse. Antoine, en détention, tenta le suicide, une tentative ratée avec des draps noués, découverte par un gardien vigilant. La nouvelle fit les unes, le banquier traître au bord du gouffre. Claire, quant à elle, craqua lors d'un parloir, elle impliqua tout le monde, y compris Lefebvre, pour alléger sa peine. Marie m'a piégé. Elle savait tout, hurla-t-elle à son avocat. Mais les preuves parlaient plus fort. Moi, je naviguais le tumulte comme une figure de proue. Le cabinet Lefebvre me suspendit préventivement, mais les médias me portaient au nu, l'avocate vengeresse qui a démantelé un réseau international. Des interviews refusées, des menaces anonymes, un appel nocturne, arrête, ou tu finiras comme avant. Langlois, depuis sa cellule diplomatique, tirait encore les ficelles. Un soir, rentrant tard d'une audience, je sentis une présence, une ombre dans l'escalier haussmannien. Je dégainai le spray au poivre de mon sac, mais ce fut un chat errant qui surgit. Paranoïa, ou avertissement? La haute trahison culmina lors d'une confrontation au tribunal. Audience publique, salle bondée de journalistes et de curieux. Antoine, menotté, me fixait d'un regard haineux depuis le banc des accusés. Claire, voilée de honte, évitait mon regard. Langlois, extradé in extremis par Interpol, trônait comme un tsar déchu. Le juge Moreau appela mon témoignage final. Je montai à la barre, le cœur battant, et déversai tout, la liaison, les magouilles, le meurtre planifié. Ils m'ont trahi non seulement comme épouse et amie, mais comme citoyenne. Paris, berceau des droits de l'homme, ne tolère pas ça. Un murmure parcourut la salle. Antoine bondit, menteuse. Tu es folle. Mais Moreau le fit taire d'un marteau sec. Puis, le twist, un expert en balistique présenta la lame du couteau, celle de ma mort future, trouvée dans un coffre de Langlois. ADN compatible avec Madame Duval. La salle explosa. Claire s'effondra en sanglots, avouant, on voulait la faire taire. Elle avait vu les comptes. Dehors, après l'audience, Pierre m'attendait, cigarette au bec. Je témoigne contre eux. Pour maman, pour toi. Un pas vers la rédemption? Peut-être. Mais la décision qui me hantait était la mienne, publier les détails intimes, la vidéo de leur adultère, pour les humilier publiquement. Scandaleux, immoral,
mais français dans sa cruauté théâtrale comme un drame de Racine mis en scène. J'hésitais, puis cliquai envoyer à un tabloïd. Les unes suivantes, le trio infernal, amour, argent et meurtre. La vengeance atteignait son apogée, mais le vide grandissait. Seul dans l'appartement, je rangeais les affaires d'Antoine, costume sur mesure, montre Rolex tachée de sueur. Un mot glissé dans une poche, pardon. C'était pour nous. Nous. Jamais. Je brûlais tout dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons. Pourtant, un nouveau secret émergea des dépositions, Claire n'était pas la commanditaire. Langlois l'avait piégée, elle et Antoine, avec des dettes de jeu. La Manticore était plus grande. Et moi? Étais-je prête à plonger plus profond, au risque de ma propre âme? L'été 2023 s'étirait en une canicule impitoyable, transformant Paris en fournaise où les secrets fumaient comme l'asphalte. L'enquête s'élargissait, raid à la galerie Langlois, saisie de comptes, interpellation de politiciens mineurs au Sénat. Moi, j'étais au centre, convoqué çà et là comme une oracle vengeresse. Mais sous la gloire, la fatigue me rongeait et nuit blanche hantée par des visions de ma mort, jours emplis de doutes éthiques. Publier cette vidéo? Un coup bas, oui, mais efficace. Claire perdit ses soutiens familiaux, Antoine son poste à BNP par un licenciement médiatique. Héroïne ou furie, titre à Libération, un débat qui me divisait moi-même. Pierre, repentant, devint mon allié improbable. Nous nous vîmes dans un parc discret des Buttes-Chaumont, loin des oreilles indiscrètes. J'ai tout avoué, dit-il, voix brisée, en jetant des miettes aux pigeons. Suspension à vie, peut-être prison. Mais maman ne saura rien. Maman, alitée à l'hôpital Saint-Louis, ignorante de nos abysses. Protège-la, répondis-je, posant une main sur son épaule. Frères et sœurs, unis dans la chute. Il me remit un dossier PJ, enregistrement de Langlois menaçant Antoine. Il les tenait par les couilles. Littéralement. Ces enregistrements étaient la clé, preuve d'extorsion, rendant Antoine et Claire victimes collaborateurs. Une twist morale, les plaindre? Non, la pitié était un luxe que ma gorge tranchée m'avait volé. Je l'ai transmis à Moreau, qui lança un mandat international. Langlois s'enfuit, direction un jet privé à Le Bourget, mais Interpol le cueillit à la frontière suisse où une opération théâtrale, filmée pour les JT. Au cœur de l'ouragan, une décision controversée me guettait, infiltrer la cellule de Claire pour une confrontation finale. Officiellement impossible, mais Pierre, avec ses contacts souterrains, arrangea un parloir privé à Fresnes. La prison, un bloc de béton gris sous un ciel plombé, puis la défaite. Claire entra, menottée, les cheveux en désordre, le visage marqué par l'insomnie. Marie, souffla-t-elle, s'asseyant de l'autre côté de la vitre. Pourquoi? On était amis. Amis? Je ris, amer. Tu as couché avec mon mari dans mon lit. Planifié mon meurtre pour des tableaux volés. Elle pleura, mascara coulant en traînées noires. C'était Antoine. Il m'a forcé, et Langlois. Il avait des photos, des dettes. J'ai essayé de te protéger, en te poussant à divorcer. Mensonge pieux. Mais ces yeux que j'avais crus sincères lors de nos nuits à refaire le monde autour d'un vin de Bourgogne trahissaient une once de regret. Et maintenant, murmura-t-elle. Tu me hais? La question me frappa comme un coup. Haine? Oui, mais mêlée à une tristesse infinie. Pas haine, Claire. Justice. Je me levai, laissant derrière moi une femme brisée. Dehors, la pluie martelait, lavant la ville de ses péchés. Antoine, apprenant la fuite de Claire, tenta un deal, témoigner contre Langlois pour réduction de peine. Moreau me consulta, votre avis? Je refusai. Qu'il pourrisse. Le procès s'ouvrit en septembre, sous les dorures du palais de justice, une arène où la République jugeait ses fils ingrats. La salle était comble, familles endeuillées par les fraudes de Langlois, activistes anticorruption, caméras de BFM. Langlois, en costume impeccable malgré les chaînes, plaida l'immunité diplomatique rejetée. Antoine, voûté, raconta sa chute, j'ai aimé Marie, mais l'ambition. Claire, en tailleur strict, sanglota son rôle de pionne. Moi, témoin star, dépeignis le tableau complet, une trahison en 3 actes, digne d'un vaudeville macabre. Le jury délibéra 3 jours. Verdict, Langlois, 20 ans pour blanchiment et extorsion, Antoine, 15 pour complicité de meurtre avorté, Claire,
10 avec sursis partiel pour coopération. Lefebvre, 5 ans avec sursis. Pierre, réhabilité après témoignage. Justice rendue, mais fade. En sortant, sous les flashs, un journaliste me lança, satisfaite, Madame Duval? Je souris, énigmatique. La satisfaction est un mot bourgeois. Moi, je respire. Pourtant, le twist final guettait. Chez moi, un colis anonyme, une clé USB. Dedans, une vidéo opale à l'heure, mais la mienne, ma mort, filmée par une caméra cachée qu'ils avaient installée pour se vanter. Le rire de Claire, la lame d'Antoine, mon gargouillement final. Et une note, de Langlois. Tu crois que c'est fini? Regarde la date, 2025. Mon sang se figea. La boucle temporelle. Il savait? Non, impossible. Mais le doute s'insinua, et si ma résurrection n'était pas unique? Si d'autres boucles existaient? La nuit, je visionnais, hypnotisé. Mon propre cri me transperça. Vengeance accomplie? Ou cycle infernal? Paris dormait, indifférente, ses lumières comme des yeux moqueurs. Octobre enveloppa Paris d'un manteau automnal, feuilles rousses jonchant les allées du Luxembourg comme des cicatrices. Le procès achevé, la ville digérait le scandale, livre à venir, podcast sur l'affaire Duval, même un téléfilm en gestation sur Arte. Moi? J'avais démissionné du cabinet, racheté un petit studio près de Montmartre, loin des fantômes de Rivoli. Maman, remise de sa chimio grâce à des fonds légaux ou ironie, me couvait d'un regard fier, ma fille, la lionne. Pierre, réintégré à la PJ sous condition, veillait de loin. Mais la clé USB me hantait. Langlois, depuis sa cellule iSecurity à la santé, niait tout, fausse vidéo, deepfake. Pourtant, les détails la cicatrice sur mon cou, invisible à l'œil nu étaient trop précis. Une nuit, je contactai un expert en IA au CNRS, authentique, 99% conclut-il. Comment? Dans ma boucle, ils m'avaient tué en 2025, ici, en 2023, ils anticipaient? Un délire paranoïaque, ou un secret plus profond, Claire, dans sa confession finale, avait mentionné un journal d'Antoine, des prédictions bizarres. Il parlait de recommencer, comme obsédé par des rêves. Je fouillais les restes des affaires d'Antoine, stockés dans un garde-meuble de la banlieue. Parmi chemises et factures, un carnet Moleskine, page noircie d'une écriture fiévreuse, Marie meurt le 15 juin 2025. Tranché. Réveille-toi avant. Des dates, des schémas de ma vie au mariage, mes promotions. Antoine. Trincine aussi? La révélation me frappa comme un éclair, il avait vécu ma mort, tourné kazakh par peur ou ambition, et m'avait trahi pour changer son destin. Mais comment? Un accident partagé, une boucle commune? Je le confrontais en parloir, à travers la vitre sale. Il était amaigri, barbe naissante, yeux creux. Antoine, le carnet. Explique. Il sursauta, puis rit, un rire brisé. Tu sais? Évidemment. J'ai vu ta mort, 100 fois. Réveillé en 2022, j'ai essayé de tout arrêter. Mais l'argent, Langlois, Claire. C'était trop fort. J'ai choisi la facilité. Choc, nous étions liés, deux âmes piégées dans un purgatoire temporel. Pourquoi me tuer, demandai-je, voix chevrotante. Pour rompre le cycle. Langlois l'avait deviné, via des médiums russes ou je ne sais quoi. Il nous tenait par ça. La vérité éclata, Langlois, collectionneur d'artefacts occultes, avait acquis un artefact byzantin, un miroir ancien censé piéger les âmes en boucle. Vendu par un moine grec, utilisé pour contrôler ses pions. Nous en avions touché un lors d'un dîner en 2021, scellant notre sort. Claire ignorait, elle était l'alibi innocent, manipulé. Twist final, la vengeance n'était pas contre elle, mais contre un destin fabriqué. Décision ultime, controversée, détruire l'artefact, au risque de rompre la boucle et ma vie? Avec Pierre, nous infiltrâmes la galerie saisie, un soir de garde relâché. Le miroir, massif, orné de serpents d'or, trônait dans le coffre. Je le brisai d'un coup de masse, éclats volants comme des promesses brisées. Un vertige me saisit, flash de vies alternatives, mort, renaissance. Puis, néant. Je rouvris les yeux. Non en 2023, mais toujours là, le 8 décembre 2025 date actuelle? Non,
Le cycle s'était refermé. Antoine, libéré conditionnellement pour bonne conduite, dans cette timeline révisée, m'attendait dehors. Marie? C'est fini. Pas de haine, juste fatigue. Claire, absoute, nous rejoignit, amie à nouveau, cicatrice guérie. Catetu cohu, Paris renaissait avec nous, libre. La vengeance avait libéré, non détruit. Je marchais le long de la Seine, le vent frais effaçant les ombres. À la vie, murmurai-je, trinquant avec l'air.